bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le thème « Comment fixer des limites à nos enfants ». Alors avec un peu d'humour, nous avons vu la semaine dernière que les parents étaient partagés entre un autoritarisme abusif à la limite de la maltraitance et un laxisme, une permissivité qui conduit parfois certains à la démission ou à l'abandon de leur rôle éducatif. Alors, vous l'avez bien compris dans la première vidéo, les enfants ont besoin de limites pour être sécurisés et grandir sereinement. Un des rôles des parents, c'est justement de fixer ce cadre et de le maintenir. Alors j'encourage à que tous ceux qui nous regardent, à visionner sans restriction cette première vidéo sur le site eedc.fr à l'onglet enseignement. Alors comment fixer en pratique les règles? Dans la famille, les règles doivent être d'abord claires et précises. Il n'y a rien de pire que le flou. Eh oui. Alors, pour être appliquées, les règles doivent être comprises par l'enfant avec des mots simples, des phrases courtes et plutôt positives. D'ailleurs, il vaut mieux toujours une formulation positive que négative. Préférez plutôt dire parle plus doucement que tais-toi ou arrête de crier. Si possible, l'expression de la règle, elle doit renforcer qu'elle s'applique à tous. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on ne mangeait pas dans le salon, c'est pas possible. Les gars, après il fait des nez partout. On se lave les mains avant ou après le repas, ou on se brosse les dents, on fait ses devoirs avant d'allumer la télé, d'aller sur Internet ou de faire des jeux vidéo. Pas de téléphone portable, on éteint son téléphone par exemple au moment du repas. Alors faut-il bien sûr pouvoir appliquer nous-mêmes ces règles. La meilleure façon d'ailleurs d'appliquer une règle sera toujours la valeur de l'exemple. J'ai dit, pas de téléphone à table. Oh, c'est quoi cette famille? On éteint nos téléphones. Oh, on peut quand même manger tranquille. C'est incroyable ça. Oh. Écoutez, excusez-moi, c'est important quand même, c'est très important. Pour moi, c'est important. Une règle aussi qui est trop générale va favoriser sa remise en cause et même la mise en application. C'est ce que j'appelle souvent les pamini. Les pamini sont des principes abstraits, magiques, irréels et non incarnés. Ce sont des directives que l'enfant ne comprend pas et qui ne veut rien dire. Par exemple, il faut être sage, pas mini. L'enfant, lui, va jouer dans son monde imaginaire, dans sa chambre, il va se déguiser avec son couvre-lit, va faire du bruit en s'identifiant à un chevalier sans peur et sans reproche. Mais vous avez dit d'être sage parce que vous attendiez un coup de fil de votre patron alors que vous êtes en télétravail et vous commencez à râler sur lui parce qu'il fait des bruits. Vous lui avez donné une règle qu'il n'a pas compris. Un autre exemple, range ta chambre. Lui, il va décorer son bureau avec des jouets, il va entasser ses vêtements dans l'armoire ou les mettre sur une chaise, mais vous n'avez pas du tout la même notion du rangement. Pour vous, ranger signifie aérer, passer l'aspirateur, faire les poussières, plier correctement les affaires, ranger tous les jouets dans les caisses et que rien ne dépasse. Donc, il faut être clair et précis. Et puis, les règles doivent être aussi contextualisées. Vous en avez un aperçu avec le confinement. Vous avez dû changer, adapter certaines règles de vie pour mieux vivre ensemble. En vacances, par exemple, on ne se couche pas à la même heure qu'en période scolaire. Mais alors, en tout cas, il faut, si la règle change, il faut avertir l'enfant. Il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle les situations exceptionnelles, qui ne se transforment pas en généralité. Par exemple, en cas d'orage, l'enfant a peur, il vient dans votre lit et vous allez lui dire exceptionnellement, oui, vous allez accepter. Mais si il vient un jour comme ça, sans raison, dans votre lit, d'une manière sans raison particulière, et que vous lui dites oui, mais exceptionnellement, vous allez bien vous apercevoir que cet exceptionnellement va devenir un ordinaire, et qu'il va profiter de la situation jusqu'à l'usure, parce qu'il va attendre de vous qu'il vienne bien régulièrement. C'est très important, et vous aurez du mal à
à régler la situation. Tu es pas obligé de ranger la chambre, mais exceptionnellement alors. Oh, ben alors, t'as pas débarrassé tes assiettes? Oh, ton cousin. Bon, ben écoute, c'est exceptionnel. Exceptionnellement, c'est bon pour cette fois-ci, hein. Tu peux dormir jusqu'à 12h30, mais exceptionnellement, hein. Les règles aussi doivent être stables. Elles ne doivent pas changer selon l'humeur du moment, la fatigue, la situation d'un des parents et en contexte, selon le contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si une règle change, il faut informer l'enfant pourquoi elle a changé. Et enfin, les règles, elles doivent être peu nombreuses et réalistes. Trop de règles, tu la règles. Si tout est millimétré, si tout est tellement cadré que finalement ça peut devenir étouffant pour l'enfant et ça ne va pas l'aider à l'autonomie et à la responsabilité. Bon, alors les enfants, je vous ai réunis parce que j'ai réactualisé les règles de la maison. Plusieurs alinéas et plusieurs articles ont changé. Alors, donc, j'ai dû modifier l'article 1, alinéa 17 et 18, ainsi que l'article 65, avec l'alinéa 5 et 9. Alors, on va revoir toutes ces règles une par une, ça va prendre un certain temps. Donc, vous avez votre après-midi. C'est bien, merci beaucoup. Alors, soyez bien attentifs surtout, bien attentifs. Maintenant que nous avons vu comment fixer les règles, nous allons voir comment bien les vivre avec 4 mots-clés: responsabiliser, évaluer, identifier et discerner. Responsabiliser, finalement, c'est le but des limites, des règles. C'est apprendre à l'enfant les bons et les mauvais choix. On explique finalement à l'enfant les comportements qui sont acceptables et ceux qui ne sont pas. Et s'il fait un mauvais choix ou il a un comportement inacceptable, il doit y avoir des conséquences. C'est ce que j'appelle la loi des semailles. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu dis à l'enfant « Arrête, arrête, tu vas voir ce que tu vas voir » et que je crie sur mes enfants, que je suis derrière leur dos, mais que je n'agis pas, qu'il n'y a jamais aucune conséquence à leur mauvais comportement ou à leur mauvais choix, l'enfant va se dire « Mais peu importe finalement ce que je fais, je m'en sors toujours ». Quand une règle est transgressée, il faut qu'il y ait une sanction. Et ça demanderait toute une vidéo pour ça. Mais attention, c'est important aussi que s'il y a des conséquences pour les mauvais choix ou les mauvais comportements, c'est important aussi que nous soulignions les bons choix, les moments où il a eu un bon comportement et une bonne attitude, et être capable de les féliciter, de les encourager en tant que parents. Le deuxième mot, c'est évaluer. Évaluer ce qui est important ou non. Dans le quotidien, on ne peut pas se battre sur tout. On ne peut pas tout gérer et gérer la vie par des règles. Il faut quelques règles importantes de respect, de vivre ensemble, mais on ne peut pas tout décider. Il faut que nous décidons les points qui sont vraiment importants pour nous et quels sont ceux qu'on peut éventuellement laisser passer. Sinon, on va être toujours sur leur dos, on va toujours les asticoter et on va finir, comme dit la Bible, de les irriter. Par exemple, c'est ce que j'appelle le négociable et le non négociable. Donc je vous donne un exemple. Je peux par exemple lâcher un peu sur le rangement de la chambre, mais je vais être très ferme sur les heures de sortie ou plutôt de rentrée. Je vais peut-être être un peu plus cool sur le choix des habits ou de la couleur, de la coupe des cheveux. Par contre, je vais être hyper vigilant sur ses fréquentations, sur le temps qu'il passe dans les écrans ou sa concentration au niveau des études. C'est ce qu'on appelle évaluer. Troisième mot important, identifier. Identifier les facteurs de mauvais comportement. Pourquoi mon enfant a une mauvaise attitude? Il y a parfois des raisons qui conduisent l'enfant à mal se comporter ou même faire des caprices, des colères.
il peut parfois faire une bêtise pour attirer l'attention. Peut-être qu'il faut se demander s'il n'a pas besoin à ce moment-là, eh bien, de plus d'attention, de câlins, d'encouragement. Il a besoin peut-être de sentir l'attention, la présence de ses parents. Parfois, c'est simplement une accumulation de fatigue. Et la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est peut-être d'aller au lit. Ou peut-être que c'est la faim qui le pousse. Et un bon goûter avec son père ou sa mère eh bien, évitera finalement bien des drames. Mais il y a aussi peut-être quelques inquiétudes, quelques angoisses, quelque chose qui les tracasse. Et comme disait Nadia Montessori, l'enfant a un esprit absorbant. Et il est comme une éponge émotionnelle. Et si vous-même, vous êtes en état d'inquiétude, d'angoisse, de stress dans votre travail, parfois dans votre couple, il va ressentir ces choses-là. Et il y a bien des parents qui ont le syndrome de la cocotte minute. Ils gardent jusqu'à ça que ça explose. Et l'enfant, bien avant vous, eh bien, retranscrit ces choses et va les ressentir. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et enfin, le dernier mot, c'est discerner. Discerner entre comportement normal et désobéissance. En tant que parent, c'est important de faire la différence entre un comportement normal pour un enfant et sa volonté de désobéir, entre l'irresponsabilité plutôt propre à l'enfant et la provocation. Par exemple, un enfant désobéit et n'en fait qu'à sa tête quand, par exemple, il marche dans une flaque avec ses chaussures alors que vous venez de lui dire de ne pas le faire. C'est de la désobéissance, c'est de la provocation. En revanche, par exemple, un geste maladroit ne doit pas être interprété comme volontaire. C'est simplement de la puérilité enfantine, c'est-à-dire un comportement normal. Pour un enfant, les enfants sont des enfants. Ils font des choses parfois puériles et des accidents arrivent. Ce ne sont pas des adultes mûrs. Et nous ne devons pas attendre d'eux qu'ils se comportent comme des adultes. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, parfois nous faisons des erreurs et des bêtises plus grosses que eux ne font. Par exemple, il va ouvrir la portière et va pas réfléchir et va cogner contre l'arbre. Il va renverser son verre de lait. Il va jouer et puis salir ses vêtements. L'enfant, par exemple, va étaler sa serviette sur le lit, elle est encore humide et va mouiller la couette. Alors, bien sûr, s'il a 3 ans, il va le faire pour rendre service, il va croire de faire quelque chose de bien. Maintenant, s'il a 15 ans et qu'il fait ça, c'est qu'il a besoin de prendre un peu de jugeote et il faut peut-être le loustiller un petit peu. Mais, par exemple, je vais vous donner un exemple clair de la différence entre un comportement normal d'un enfant et une désobéissance. Par exemple, il est dans le salon, il cogne la table, le vase de tante Gertrude tombe et se casse en 1000 morceaux. Vous êtes triste parce que vous teniez à ce vase, mais voilà, en tout cas, est-ce que ce vase vaut plus que votre enfant ? Et si vous vous défoulez sur lui, il ne va pas comprendre. Ce que vous avez besoin de faire, par contre, c'est le responsabiliser en disant tu n'as pas fait attention, tu as cassé ce vase. Alors, s'il a l'âge de le faire, vous lui demandez de ramasser les morceaux avec une pelle, une balayette et de le mettre à la poubelle. Par contre, vous lui avez dit plusieurs fois, ne joue pas dans le salon, ne joue pas avec ton ballon, arrête de jouer avec ce ballon. Et il a continué à le faire et en jouant ce ballon, il a cassé le vase. Ici, vous êtes toujours aussi triste de ce même vase de tante Gertrude, mais là, il y a un comportement qui nécessite une sanction, parce qu'il devrait être puni non pas de ce qu'il a cassé le vase, mais de ce que sa désobéissance a eu pour conséquence un vase brisé, et qui coûtait quand même assez cher. Donc c'est important de discerner lorsqu'il y a une désobéissance et une maladresse. Dans ce cadre de discernement, on peut inclure toutes les attentes qu'on peut avoir de nos enfants qui ne sont pas forcément réalistes selon la maturité et la situation particulière. Certains enfants peut-être sont diagnostiqués TDAH, autistes, précoces ou dyslexiques ou dyspraxiques. Il n'a pas la notion dans l'espace, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Il faut aussi considérer ces choses-là. Et puis, enfin, pour terminer, le mot de la fin,
il faut savoir en tant que parent de prendre du recul et d'avoir une certaine dose aussi d'humour. La famille, j'aimerais vous le dire, même si les règles et de fixer les limites, c'est notre rôle et c'est important, la famille, c'est aussi avoir du fun, c'est avoir des rires, c'est avoir des moments de délire. Alors, je vous dirai en fin de vidéo, amusez-vous bien et prenez soin de vous. À la prochaine. N'oubliez pas aussi de nous envoyer vos questions sur la parentalité, sur les rapports avec vos enfants sur contact@eedc.fr. contact@eedc.fr et bien sûr d'aller sur notre site eedc.fr et sur notre chaîne YouTube EEDC de Clamart. Voilà, nous avons été heureux de passer ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse.